Par contre, faites attention parce que votre micro peut arriver allumé. On va attendre qu'il soit 15 et puis on démarrera. Alors, comme je suis en plein écran, je ne vois plus personne, donc voilà. Ce sera la surprise quand j'arrêterai mon partage. Ok, j'entends des petits bips, ça continue d'arriver. Allez, 12h15, je propose qu'on attaque. Donc, bienvenue pour notre webinaire du mois de juin, qui va parler aujourd'hui de portefeuille de titres et de gestion de portefeuille. Donc là, l'intitulé est « Gérer efficacement votre portefeuille de titres, stratégies et outils ». On va faire un focus sur les outils pour justement gagner en efficacité. Donc, un petit clic. La plupart d'entre vous nous connaissent déjà, mais je vais refaire la petite intro. Donc, nous sommes Headway Advisory, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'enseignement supérieur, avec 4 activités principales. La première, c'est le pôle stratégie, pour accompagner les établissements dans tous leurs sujets stratégiques, aussi bien opérationnels que institutionnels ou organisationnels. Headway People qui propose des services de chasse de tête sur des postes plutôt typés managériaux et exécutifs. Quality and Accreditation qui est mon pôle. Et donc on accompagne les établissements pour toutes leurs démarches de qualité, de certification, d'accréditation nationale, internationale. On fait tout. Et enfin, Information and Data qui publie notamment l'essentiel du SUP. Et maintenant, je suis sûre que vous êtes tous abonnés. Et aussi l'essentiel prépa une fois par mois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités qui nous viennent de Digiforma MyCertif. Et je me présente vite fait. Donc, Mélanie Cadar, directrice du pôle Quality and Accreditation chez Headway Advisory. Et je passe la main à Céline, qui va se présenter. Et j'arrête mon partage. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Céline Autier, donc Digiforma Certif. C'est le micro reste qui reste ouvert. Et c'est ce que j'allais dire, voilà. Si vous pouvez, Digiforma Certif qui est éditeur de la solution MyCertif, mais on ne va pas vous faire une présentation de l'outil aujourd'hui, mais plus vraiment axer notre échange, parce que ça se veut être un échange, hein, de ce que Mélanie m'a dit, hein, on ne doit pas, je ne suis pas là pour monopoliser, mais juste pour vous faire un partage d'expériences que je rencontre au quotidien avec nos clients sur la digitalisation des process de certification dans des outils, alors plutôt SaaS, hein, moi je vous encouragerais à être sur du SaaS. Voilà, donc directrice générale de Digiforma Certif et je suis accompagnée de Léa, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie. Je vois qu'il y a quelques noms que je connais, donc bonjour. De mon côté, je travaille donc avec Céline chez MyCertif. MyCertif, qui est un logiciel de suivi des certifications professionnelles qui fait partie du groupe Digiforma. Je pense que vous connaissez Digiforma au moins de nom pour peut-être les outils de veille ou leurs outils de suivi de la formation. Donc voilà, nous, on intervient plutôt sur la partie certification et de mon côté, j'occupe la partie commerciale et marketing et également l'animation de la communauté OC Connect. Et voilà. Mélanie, super communauté d'ailleurs. Eh bien voilà, donc si ça vous intéresse, c'est une communauté d'entraide entre certificateurs. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous déjà qui y sont, donc voilà. Oui, mais c'est vrai que si vous avez des certifications et que vous voulez un endroit qui centralise plein d'infos, enfin vraiment la veille est vraiment très bien faite, il y a des ateliers qui sont animés régulièrement, enfin j'encourage fortement à rejoindre cette communauté. Donc, on parle de portefeuille. Bon, dès lors que vous avez plus d'une certification, vous commencez à constituer un portefeuille de certification, que ce soit du RNCP ou du RS. Dans certaines écoles, parce que là, vous êtes quand même beaucoup d'écoles de l'enseignement supérieur privé,
Et en disant ça, je veux juste faire la différence avec des organismes de formation professionnelle qui ne fonctionnent que sur du titre RNCP. Dans vos écoles, les enjeux sont un petit peu, enfin, la gestion est un peu différente des organismes de formation professionnelle parce que régulièrement, on peut observer que c'est géré au niveau des programmes, au niveau des formations. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu, qui fonctionnent en silo. Dans certaines écoles, c'est rassemblé au niveau du pôle accréditation qualité, avec des personnes dédiées à tout ce qui est certification professionnelle. Mais voilà, on voit encore des écoles dans lesquelles c'est géré de manière indépendante. Et là, ça peut provoquer des difficultés de gestion, de cohérence, parce que il y a des documents qui sont quand même communs à peu près tout. Votre livret de VAE, c'est le même pour tout. Vous avez juste à remettre vos compétences. Votre document d'assurance qualité, grosso modo, c'est le même. Vos règles d'habilitation des jurys, etc., on est sur la même chose. Donc, il y a des choses qui sont quand même à centraliser. Mais ensuite, il y a la manière de gérer l'information. Et là, c'est là que votre stratégie de gestion de portefeuille prend tout son sens. Pour ça, la digitalisation est un élément qui est quand même un game changer, pour parler moderne, parce que vous n'avez plus à faire ça, vos petits papiers, vos petits Excel, se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et puis alors ensuite, on a le suivi, les attestations, et puis on a, enfin voilà, il y a tellement de choses auxquelles on doit penser autour d'une certification et de sa bonne gestion. Et j'ai envie de dire, grâce à notre petit décret du 6 juin passé, les exigences se durcissent encore. On attend encore plus de choses des organismes de certification. L'ERS s'est complexifié avec une étude d'insertion également. Enfin voilà, ça se complexifie de révision en révision, on va dire, hein, comme tous ces systèmes de qualité. Et donc, c'est important de structurer les choses. Et donc, ça passe par la digitalisation et c'est ça dont Céline va vous parler principalement. Céline, nous sommes à votre écoute sur les avantages de la digitalisation. Super, merci beaucoup. Alors, je ne suis pas adepte des grands PowerPoint, je suis navrée. Pour ceux qui aiment suivre tout ce qu'on se dit sur un PowerPoint, moi j'aime mettre ce qui va être développé. Donc voilà, on va là parler ensemble. Je vais essayer de vous montrer en quoi la digitalisation dont parle Mélanie va vous permettre de renforcer la conformité vis-à-vis de France Compétences, de préparer efficacement les contrôles et de gagner un temps précieux grâce à l'automatisation des process. Je vais compléter ce qu'a dit Mélanie. Je trouve ça intéressant sur la différence entre les certificateurs qui ont un réseau de partenaires habilités externes, on va dire, et les écoles qui ont des campus, voilà, où c'est de l'interne, même si on est d'accord, vous n'êtes pas sur le même SIRET, mais d'un point de vue administratif, peut-être que vous ne faites pas partie, mais vous faites partie des mêmes groupes. Et autant probablement il est simple pour un certificateur de gérer, alors simple, il est plus simple pour un certificateur de gérer un réseau de partenaires externes, autant quand on gère des campus, c'est souvent plus compliqué parce que on est un groupe, qu'il faut gérer les susceptibilités, les habitudes de façon plus fine qu'un certificateur qui, en gros, loue sa certification à des partenaires qui ont envie de l'utiliser. Donc, vous avez des problématiques qui sont connues et qui sont souvent un peu les mêmes, malgré des besoins et des désirs forts d'homogénéisation des pratiques, des habitudes qui sont assez ancrées et avec plus de difficultés
à faire ce changement. La conduite au changement, nous, on s'en rend compte dans les écoles, est un peu plus compliquée parce que chacun a ses habitudes et ce côté exigence descendante, ben, on l'a moins dans un groupe d'écoles que dans un certificateur isolé qui a un réseau de partenaires externes. Donc, on va voir ensemble comment la digitalisation permet de renforcer la conformité. Donc là, on parle surtout autour de France Compétences, mais on pourrait avoir la Caisse des dépôts, l'accrochage, c'est le même sujet. Donc, comment un outil digital permet de renforcer la conformité? Eh bien, vous le savez, hein, vous êtes, j'imagine, certificateur si vous êtes là. Il y a il y a un cadre strict important qui bien, se traduit à chaque fois dans le règlement de certification hein, qui a été déposé et donc dans les pratiques des certificateurs et de vos écoles, des campus. Donc ça, c'est à quoi ça, pourquoi donc utiliser un outil digital conçu autour des exigences, parce que chaque éditeur eh bien, construit et fait évoluer son outil pour répondre aux exigences de France Compétences et de la CDC et tout acteur réglementaire, eh bien, c'est une garantie de conformité. Donc, le fait d'avoir un outil qui traduit le règlement de certification dans des pratiques et d'avoir de la veille assurée, voilà comment, ça va être le centre névralgique de notre conversation, notre échange, c'est ces outils qui permettent de renforcer la conformité. Si vous n'avez pas de digitalisation, ben vous allez avoir chaque certificateur, d'accord, en général, chaque certificateur qui va interpréter les exigences de France Compétences à sa manière. Et donc, on a un risque de dérive pour chaque certificateur. On a aussi des campus bien, qui vont appliquer des règles de façon hétérogène parce que à nouveau, il y a une interprétation peut-être des attentes du groupe, et alors pas du groupe, mais on a souvent un pôle certification hein, dans les écoles, donc les attentes du pôle certification. Et vraiment, ce manque de cadre opérationnel commun implique souvent ces dérives, même et ces règles, ces applications hétérogènes, sans même le vouloir. Hein. Il n'y a pas un vœu des uns et des autres de ne pas respecter les règles, il y a juste un problème de méthode et d'outils. Et aussi le fait que sans digitalisation, on a sûrement de la numérisation. Hein. Vous n'êtes pas en train de faire un tableau sur un papier, vous êtes sur un tableur. Il y a bien, numérisation, mais pas digitalisation. Donc, l'échange de fichiers, les mails, etc., tout ça, ça repose sur de l'humain. Et toujours compliqué d'avoir des process qui ne reposent que sur les humains. On en fait tous expérience tous les jours. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, sans digitalisation, comment garantir que l'évolution réglementaire est suivie et mise en œuvre à temps hein, ça, c'est quelque chose d'important. On ne le sait pas toujours. Donc, et en plus, il faut changer des process qui sont souvent lourds à mettre en place, donc lourd à faire changer quand tout ça est à coup d'Excel et de mail. Après, il y a des exigences réglementaires dans des différents délais. Ça, c'est important. Voilà, les parchemins, on ne peut pas les envoyer au bout d'un an. L'enquête de suivi de l'insertion, je vous donne des exemples, mais on va tourner autour de cela et on pourra en prendre beaucoup. J'entends, moi, tous les jours, des gens qui disent si on a un outil si on n'a pas d'outil qui fait des enquêtes de façon automatisée, c'est la recherche de l'email qui va bien pour envoyer l'enquête. Est-ce que l'email est bon? Est-ce que l'email est parti? Est-ce qu'il est reçu? Etc. C'est une vraie corvée, en fait. Ces enquêtes, c'est marrant, c'est avec l'accrochage, hein, c'est vraiment ce qui souvent cristallise les difficultés qu'en rencontre tout le côté administratif
des certifications. Oui, puis là, si je peux me permettre, sur Oui. la partie accrochage, c'est tellement technique et formaté avec ces fichiers-là et ces champs. Voilà, donc il y a des gens qui sont allergiques à ça et nous, on a parfois des clients ou prospects qui nous contactent en disant, mais enfin, oh, déjà, on ne sait pas faire, mais en plus de ça, on n'a pas envie de savoir faire. Donc, effectivement, ils veulent confier le bébé à quelqu'un d'autre. On a la même chose aussi pour les enquêtes d'insertion. Les enquêtes d'insertion, selon la taille de vos promotions, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à faire un bon vrai suivi. Et je me permets de digresser un petit peu sur l'insertion parce que la systématisation, au-delà de la digitalisation, il y a quand même la systématisation des processus qui est extrêmement importante. Combien de fois on voit des écoles qui se mettent à faire leurs enquêtes juste pour leur dossier RNCP ou leur dossier CEFDG pour les écoles visées, etc. Mais euh, ces processus-là doivent être systématiques pour fonctionner correctement et pas que ce soit la panique à bord et qu'il faut faire quelque chose ou alors avoir attendu la mise en demeure de la Caisse des dépôts parce que vous n'avez pas fait votre déclaration. Bon, voilà, ce sont des cas véridiques, hein, on en voit aussi régulièrement. Donc, c'est important quand même de réfléchir à cette stratégie-là d'organisation pour que ces choses qui sont quand même rébarbatives et récurrentes deviennent systématisées et soutenues par un outil ou un service qui puisse faire le job correctement en vous simplifiant la vie, quoi. Vraiment. Fin de la digression. Oui, oui, je vais me squeezer toute seule, mais je trouve qu'un outil, digitaliser les process, c'est pas pour diminuer les équipes. Vous Mm. voyez, euh, euh, c'est pour mettre les ressources humaines là où il y a de la valeur ajoutée dans les tâches qu'ils pourraient faire. Honnêtement, aller chercher les mails pour renvoyer des enquêtes une par une à énormément de promotion dans un fichier Google Form ou chose comme ça, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, on Mm, en est mm. encore là. Hein. C'est quand même, ça n'a aucune valeur ajoutée. Aucune valeur Ouais. ajoutée. En revanche, quand tout est digitalisé et automatisé, d'où le fait que, comme c'est mon troisième point, si je vous dis la fin au niveau du début, j'aurais pas rien à vous raconter, mais permet de dégager du temps pour eh bien, appeler, faire la relance, parce que l'outil ne pourra pas appeler. Alors, si chaque éditeur met de l'IA, donc la possibilité d'aller dans LinkedIn et récupérer certaines informations du candidat pour remplir automatiquement son enquête, oui, c'est super, mais il y a un moment où souvent, il y a un moment où il faut à nouveau que l'humain intervienne et c'est beaucoup plus intéressant en termes de qualité et de rentabilité, hein, je parle de rentabilité de valeur, hein, de qualité, d'avoir du temps à dégager pour appeler les candidats ou aller sur LinkedIn ou choses comme ça pour pouvoir renseigner l'enquête avec eux, hein, que une fois que vous avez passé je ne sais pas combien de temps à envoyer les enquêtes, ben, vous n'avez plus d'énergie pour faire des relances. Donc vraiment pour nous, hein, la digitalisation, c'est vraiment de bouger les équilibres et de laisser du temps pour les actions à valeur ajoutée et pas tout ce qui est assez rébarbatif. Donc, voilà, ben, on reste sur, pour nous vraiment, donc, dans cette digitalisation, tout ce qui ressort de l'automatisation, c'est vraiment quelque chose qui est garant de la conformité. On parlait des parchemins, vraiment l'envoi automatique des parchemins à une date décidée, après, ou directement après le jury de certification, ou pour d'autres avec un délai de rétention, avec ce qu'on veut, ou manuellement, mais en masse, après les remises de diplômes. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est une exigence de France Compétences de le faire dans des délais raisonnables. Si vous avez un outil qui va vérifier que
les parchemins ont été téléchargés par le titulaire. Ça, c'est très important parce que si vous le faites à la main aujourd'hui, vous envoyez ou des mails ou même du papier, si le candidat n'est pas allé chercher son recommandé, voilà, imaginons, il faut retourner. Alors là, on n'est même pas dans la numérisation, digitalisation, on est dans le papier, mais voilà, il faut aller retourner et retourner à la poste pour vérifier qu'on a fait 3 fois un envoi et qu'il n'a toujours pas été chercher son recommandé. C'est pareil pour le digital. Si vous envoyez les parchemins digitalisés, si vous avez un outil qui vérifie si le candidat a téléchargé, eh bien, vous pouvez faire des relances automatisées et après, ciblées, bah oui, là, et ciblées, et en cas de contrôle, oui, c'est pas si vous avez téléchargé, ne faites pas attention à ce mail, c'est vraiment toi, tu n'as pas téléchargé. Voilà, sache qu'on t'a envoyé le parchemin, ça serait bien de le faire, etc., de le télécharger. Et donc, vous pouvez vous sortir de la tête tout ce contrôle. Voilà, donc l'automatisation, c'est vraiment quelque chose d'important. De la même façon, si on reste sur les parchemins ou les PV, d'avoir un formalisme qui est fixé. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que, alors nous, on en voit très très souvent, hein, la charte qui n'est pas respectée, un logo qui change, en fait, on a des parchemins où, alors souvent les parchemins sont centralisés, donc ça c'est presque moins grave, mais on a encore vu des parchemins avec le logo de France Compétences. Hein. Voilà, donc là, ça va être possible. Donc d'avoir du formalisme, tout ce qui est normé et de façon figée dans un outil permet d'éviter l'exotisme qu'on pourrait avoir. Voilà, un PV, il a un formalisme. On attend dans le PV un certain nombre d'informations. Il est comme ça et c'est figé. En revanche, de pouvoir ajouter des commentaires, d'avoir évidemment de la flexibilité dans ce qu'on peut y ajouter, oui. Mais le cadre et ce qu'on appelle le template en informatique, ce gabarit, il doit être fixe. Vous voulez intervenir, Mélanie? Oui, parce que les PV de jury, c'est pareil. On envoie de toutes les formes, toutes les couleurs, avec des informations qui n'ont rien à voir avec la certification, souvent parce que, encore une fois, ici, on a un public de grande école. Donc, avec des PV de diplôme et qui ont tendance à faire un petit peu la même chose pour les PV de certification. Les jurys de certification, on n'attend pas les mêmes informations, en fait. De savoir que machin bidule a eu telle note ou telle moyenne ou quelque chose comme ça, ce n'est pas attendu en fait. Pareil dans la présentation des promotions. En fait, un PV de jury, c'est pas très compliqué. Hein. Vous avez une liste de candidats à la certification, la décision. C'est validé, c'est non validé ou c'est validation partielle. À la rigueur, effectivement, vous pouvez commenter pour dire pourquoi la validation partielle ou quels blocs ont été validés. Comme ça, on le sait. Et il y a un certificat de validation de blocs qui peut être issu, je pense, émis aussi de manière assez automatique et digitalisée. Il faut. Voilà, on va pas s'amuser à faire. Alors, lui, il a fait le bloc 1 et le bloc 4. OK. Alors, maintenant, Jérémy. Bon, alors, le 2 et le 4. Voilà, donc, effectivement, il faut simplifier ces tâches-là. Et je suis totalement d'accord, Céline, avec vous sur la partie, il n'y a aucune valeur ajoutée. Et ce n'est pas en allant demander aux stagiaires que vous pourrez non plus garantir que c'est bien fait, parce qu'on voit ça aussi, hein, en voulant prendre de la main-d'œuvre un peu moins chère pour faire ces tâches un peu ingrates. Parfois, le résultat et la qualité, parce que ce sont des tâches qui ne sont pas toujours suivies derrière, laissent à désirer. Donc, Oui, c'est un parce peu que contre-productif. le publipostage, c'est quand même compliqué. Hein. Il faut récupérer les infos sur les titulaires et faire de. Alors, je sais que souvent, les services qualité slash certification slash, alors ils ont tous des noms un peu différents, mais sont experts en Excel et publipostage. Mais c'est fastidieux. D'autant plus que si on s'est trompé sur l'identité du candidat et qu'on s'en rend compte à l'accrochage, il ne faut pas se leurrer. En général, on s'en rend compte à l'accrochage, donc il faut réémettre un parchemin. Quand c'est digitalisé, que
à l'inscription du candidat, il a reçu un mail et on lui a dit, voilà, les informations qu'on a sur toi, est-ce que ce sont les bonnes? Ou alors que quand on n'arrive pas à accrocher, on envoie un mail automatique en disant, alors on ne parle pas d'accrochage avec les candidats, mais on va leur parler de passeport de compétences. Voilà. Tout ce qui est automatisation, c'est vraiment un gain de temps et je le répète, pour dégager du temps pour les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, un aspect aussi qu'on ne voit pas, je trouve, assez, qu'on n'envisage pas assez lors de la digitalisation. Et là, par rapport à des outils SaaS, c'est pour ça que des outils sur l'étagère, aujourd'hui, il faut sûrement accepter que vos process soient digitalisés à 80% et faire le deuil des 20% d'un peu d'exotisme que vous avez pour donc vous outiller avec un outil SaaS que de faire un outil maison. Parce qu'un outil maison, ça coûte horriblement cher, que entre le moment où vous avez fait le cahier des charges, que vous avez fait l'appel d'offres et qu'on vous livre l'outil, il s'est passé normalement, imaginons qu'on va y couvrir toutes les fonctionnalités qui traduisent les exigences de France Compétences. Ben moi, je suis éditrice d'un outil qui fait ça. Je sais combien de temps c'est et je sais combien de développeurs nous avons derrière et qui travaillent au quotidien. Donc, ça vous coûtera très cher et quand l'outil sortira, ben, il sera déjà presque obsolète. Et ce côté, c'est pour ça que vraiment je parle des outils SaaS en général, tout le côté veille et l'impact des évolutions d'un éditeur est non négligeable. On a eu ça il n'y a pas très longtemps, les questions des enquêtes RNCP qui ont changé. Un éditeur, il le sait, avant vous souvent parce que ça clignote de partout, il va changer les questions et donc vous avez la garantie que votre enquête, elle est au jour. La même chose, fin d'année, super, on a un décret qui dit qu'on peut collecter le numéro de sécurité sociale, toujours dans le cadre de l'accrochage, qui fait souffrir tout le monde. Eh bien, normalement, chaque éditeur, dans la seconde, a ajouté la possibilité de collecter, ou pas, en fonction, j'imagine, de chaque client, mais de collecter le numéro de sécurité sociale. Donc, nous, on est prêts. Nous, on le collecte. Alors, on ne sait pas ce qu'on en fait aujourd'hui. On ne peut rien en faire au niveau de la CDC, mais le jour où ils seront prêts, ils nous diront qu'il fallait avoir l'intériorité de l'accrochage, donc en fonction des typologies, mais dans les écoles, entre le début où on a entré dans un outil, les candidats et l'accrochage, il peut se passer beaucoup de temps. Donc, autant collecter le numéro de sécurité sociale en amont, parce que la CDC ne nous fera pas de cadeau. Le jour où elle dira il faut le numéro de sécurité sociale, on en fait quelque chose, exigé ou pas. Alors, bon, pouvoir et devoir, je ne sais pas où s'arrêtera la limite, mais il faudra aller rechercher le retour. Et voilà. Donc, ça, c'est la veille faite par l'outil. C'est vraiment quelque chose d'important et qui garantit, parce que moi, ça, c'est mon premier point, hein, c'est Ah ouais, j'avais dit que j'arrêterais le partage, pardon. C'est de renforcer la conformité. Donc, un dernier point, je pense, je voulais parler aussi des parcours normés. Alors là, on est vraiment dans le propre de la digitalisation des process. On va dire pas d'avoir un outil qui colle aux exigences de France Compétences ou de la CDC dans le cadre réglementaire, mais là, vraiment de pouvoir digitaliser votre règlement de certification. Ça, c'est très important parce qu'on l'a vu on le sait, hein, les campus, bien, chacun interprète, fait en fonction de ses ressources, parce que aussi, souvent, les ressources ne sont pas extensibles, et de pouvoir digitaliser les process. Et alors, j'ai souvent un exemple, hein, c'est une action en bloquant une autre. Si vous devez, lors de l'évaluation certificative, évaluer un livrable, si vous n'avez pas le livrable, eh bien, on ne peut pas évaluer.
Et donc, on va passer un peu de temps à vérifier que les livrables sont bien en place, mais vous avez une vision générale de est-ce qu'on a livré, est-ce qu'on n'a pas livré, et on ne va pas pouvoir faire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mobiliser un candidat dans un jury d'évaluation pour évaluer si c'est un oral sur la base du livrable. S'il n'a pas livré, on le mobilise pas. Le nombre de fois où on nous explique que malheureusement, il n'y a pas livraison et que le candidat est attendu et qu'en fait, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû le convoquer parce qu'on n'a pas le livrable, etc. Mais là, il y a impossibilité de ne pas respecter le règlement de la certification et ses contraintes internes. Donc, voilà, des parcours normés, c'est aussi de pouvoir confirmer et de renforcer la conformité. Pour moi, voilà, il y a deux niveaux de conformité. Il y a conformité au niveau de France Compétences et conformité des campus au niveau du groupe. Voilà, c'est ces deux aspects et on pourrait en parler pendant longtemps et il est déjà avancé. Donc vraiment, pour moi, la conclusion, c'est le respect du cadre réglementaire. Hein, avec une digitalisation, il devient systématique, naturel et fluide, quoi, intégré à un fonctionnement quotidien facilité. On a une question de Yen dans la conversation. Qu'avez-vous mis en place pour protéger le numéro de sécurité sociale, tant lors de la collecte que la conservation de la conservation? Alors, beaucoup de choses. Il faut savoir que, alors, je pense que c'est marqué dans nos références, parce que c'est un appel d'offres. Hein. Nous, on travaille avec UCANS, donc la sécurité sociale. Donc, ça, on a des données, ils sont très à cheval, parce qu'ils sont habitués à collecter des informations sensibles. Donc, dans la collecte, pas grand-chose. Vous voyez, dans la collecte, on n'a pas grand-chose pour la sécuriser. Quand je dirais pas grand-chose, si notre outil, lui, est sécure, mais dans la collecte, je ne sais pas ce que vous entendez par sécuriser. En revanche, après, par exemple, on n'affiche pas le numéro de sécurité sociale. C'est pas complètement vrai. On affiche tous les numéros qu'on pourrait reconstituer. C'est-à-dire que si c'est un monsieur et on met sa date de naissance, on le collecte oui. Tous, on est obligé pour la suite du processus. Hein, on a l'obligation de mettre, de transmettre où il est né et quand. Ça, c'est des informations. On affiche toujours le début et tout ce qui est alors j'étais le numéro de commune, mais le rang de naissance, le numéro le rang de naissance et ça, on les ajoute pas. Donc, si je ne sais pas, peut-être vous pouvez prendre la parole et me dire ce que vous attendez comme réponse, parce que si c'est sécuriser la donnée, l'outil a des sécurisations techniques. Alors moi, je ne suis pas technique, je ne peux pas vous le dire, mais comme régulièrement, on a des appels d'offres et qu'on nous demande de transmettre notre plan d'assurance sécurité comme qualité, nous ne sommes pas retoqués et nous avons même la sécurité sociale qui travaille avec nous. Donc, après, si vous pouvez me dire… Ça répond à ta question, Yann ? Ça répond pour partie à ma question, effectivement. C'est vrai que là, cette possibilité ouverte pour les organismes certificateurs de collecter le numéro de sécurité sociale, elle est à la fois une opportunité, mais aussi un risque potentiel dans le recueil, la conservation de ces données qui sont considérées comme sensibles. Donc, lorsque vous dites aujourd'hui, nous, on a la possibilité, on vous donne la possibilité de le déposer, ça signifie aussi un transfert de responsabilité vers votre outil. Et ma question portait de manière très prosaïque sur ce qui permettait de sécuriser aujourd'hui ces données sensibles. Bah, écoutez, c'est sécurisé d'un point de vue technique. D'accord. Alors, je suis désolée, moi, je suis pas technique. Hein, je laisse la technique. Mais comme on sait que c'est une donnée sensible, on ne peut pas faire plus sensible. Là. Franchement, autant. Voilà, hein. Donc, et ce n'est pas la première fois qu'on collecte ce type de données parce que on travaille depuis très longtemps. Nous, hein, Digipharma Certif, je ne parle pas des autres. On a un outil qui est dédié aux OPCO.
et donc qui gère tout le financement, etc., des OPCO. Et donc, des OPCO, et là, le numéro de sécurité sociale, on le collecte depuis très, très longtemps. Donc, on a l'habitude de ces données sensibles. Et donc, il y a une armada d'informations derrière, de développement derrière pour sécuriser cette donnée. Je parle d'un point de vue technique. Après, l'affichage, c'est assez simple, mais voilà, la donnée est sécurisée. À l'occasion, on pourra rentrer dans le sujet, mais je ne suis vraiment pas compétente pour vous dire ce qui a été mis en place. Nous avions un deuxième point. Pardon, alors je vous mets ma magnifique slide à 3 points. C'était se préparer au contrôle. Alors, comment? Donc, je vais arrêter de partager parce que c'est assez simple. Pourquoi la digitalisation prépare au contrôle? Parce qu'en cas de contrôle, il faut trouver, prouver et documenter rapidement. Donc, avec ce que j'ai dit tout à l'heure un peu, normalement, on voit arriver la suite. Avec des documents qui sont éparpillés vraiment partout, avec différents formats. Ça, c'est important. Est-ce qu'on est en PDF? Est-ce qu'on est en Excel? Est-ce qu'on est en Word, je sais pas, page, etc. Sur différents outils, différents interlocuteurs, parce que le parcours de certification, c'est pas juste le certificateur. Le certificateur, il est vraiment au bout de la chaîne. On a des évaluateurs, on a des candidats. On a commencé par les candidats. On a des candidats avec des obligations. Ils ont des obligations. On a des évaluateurs. On a des certificateurs dans le parcours, mais aussi dans le contrôle de leur partenaires, de leur réseau. Ça, c'est aussi très important. Il y a énormément d'exigences. Donc, de pouvoir centraliser l'ensemble des documents, ça permet de résoudre 90%, je pense, des demandes. Donc, qu'est-ce qui se passe sans digitalisation? On l'a vu, on a de l'information par mail, par drive, par tableur. Donc, très compliqué de savoir où trouver l'information auprès de quel interlocuteur. Alors, on est de plus en plus tous à travailler avec du drive, d'accord, mais on a toujours la personne qui ne travaillera pas avec son drive, ne gardera que la moitié des informations, parce qu'il y a ça aussi, on peut avoir une organisation dans l'archivage des données qui soit bien faite. C'est quand même plus compliqué de rentrer dans un drive et de vérifier que les 3 documents attendus sont téléversés, sont bien archivés, que, comme je le disais tout à l'heure, le côté normalisation du parcours, d'empêcher de pouvoir aller à la suite si on n'a pas renseigné l'ensemble des prérequis, si c'est ce qu'on a décidé de faire. Voilà, donc le fait que ce soit dispersé et de n'avoir aucune vision d'ensemble, si c'est bien respecté, je veux dire, les prérequis, est-ce que les prérequis sont réalisés? Est-ce qu'on a bien collecté les preuves des prérequis? Est-ce qu'on a bien les livrables des candidats? Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais d'avoir vraiment l'évolution. Si je parle d'un côté, si je prends un peu de recul, tout ce qui est évolution de la réglementation, parce qu'une réglementation, ça peut évoluer. Quand je dis la réglementation de la réglementation de la certification, voilà, ça peut évoluer. Donc, être garanti que les outils qu'on utilise, ce sont les derniers outils, la dernière version. Eh bien, si on a un outil qui permet de centraliser des outils mis à la disposition des intervenants, c'est une garantie de la conformité en cas de contrôle, de bien dire que on vérifie que chacun a bien pris connaissance de l'évolution de la réglementation, etc. Le fait, donc je sais bien, sans la digitalisation, le fait de savoir tout ça cause un stress en permanence, avant même d'avoir été contrôlé. C'est en cas de contrôle, comment on va faire? En cas de contrôle qui ne se passe pas bien,
d'accord, avec France Compétences qui indique que depuis leur vision, il y a eu des manquements, c'est quand même difficile de pouvoir montrer sa bonne foi. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est la bonne foi et les actions mises en place. S'il n'y a rien et des choses partout, c'est quand même plus compliqué. Donc, vous l'avez compris, s'outiller, c'est quand même permettre la centralisation des données. Donc, les évaluations, les procès-verbaux, les règlements, les convocations, les parchemins, etc. Parce que je vous donnais tout à l'heure l'exemple d'un candidat dont on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de nom. Bien, il va falloir rééditer un parchemin. Donc, on va avoir 2 parchemins. Alors, on met duplicata, mais pas duplicata. Comment on fait pour avoir 2 parchemins qui n'ont pas le même nom, avec le même numéro dans la nature, etc. Bien là, avec un outil digitalisé, on a toute cette traçabilité. On ne se pose plus de questions. On peut réémettre un parchemin en 30 secondes et pas sans notre magnifique publipostage dont on parlait tout à l'heure. Donc, voilà, la traçabilité du parcours, on l'a tous. Et surtout, normalement, la possibilité d'exporter l'ensemble des pièces attendues. Si tout est centralisé et que l'outil est bien fait, en un clic, vous exportez toutes les données d'un jury d'évaluation, c'est-à-dire les grilles, les documents téléversés, qu'est-ce que je peux vous dire, les commentaires, tout ce qui a été renseigné dans l'outil, le commentaire sur la session, voilà, l'ensemble des participants, les signatures, les PV. Voilà. La centralisation permet ça. Et puis derrière, je vais terminer là, l'archivage, évidemment. Vous parliez tout à l'heure de RGPD, en fait, de sensibilité. Là, d'avoir tout dans un outil, ça évite d'avoir des infos qui se traitent dans des mails, qui restent traînées dans des mails, parce que qui ici efface ses mails, sauf que c'est une obligation quand il y a du contenu sensible, les Excel, voilà, toutes ces choses-là disparaissent des drives. C'est centralisé dans un outil, la responsabilité, en effet, est déportée au niveau du certificateur qui utilise l'outil et plus de chaque école ou campus. Donc, vraiment, pour moi, cette centralisation est quelque chose de très, très important pour le contrôle. On a une question de Laurence qui demande comment France Compétences s'assure que tous les titulaires de la certification sont dans les tableaux de suivi des cohortes lors d'un renouvellement. Ça, c'est par rapport au PV qu'on a déclaré, en fait. Enfin, à moins que vous ayez une autre réponse, mais Ça va dépendre déjà s'il y a financement ou pas. C'est sûr que, alors vous, oui, c'est ça. C'est pas le cas. Vous, c'est pas le cas, mais il y a une façon, voilà, quand on est. Ah si, quand il y a de l'apprentissage quand même. Oui, voilà. Mais il y a il y a un financement, contrôle. Hein. Il y a un contrôle entre. Moi, je peux vous assurer que non. Alors peut-être que les contrôles vont venir, mais j'ai quand même l'habitude de la certification et d'être partenaire de certificateurs. Et je veux dire, bon, je citerai personne, mais il y a des certificateurs, on sait bien que c'est leur métier de louer des certifications. Ils en ont peut-être, je ne sais pas, sur toute la France, 5000 certifiés. Et quand le renouvellement arrive, on voit 100 personnes sur les tableaux de France Compétences. Donc, moi, je l'ai déjà dit aux instructeurs, mais ils m'ont dit qu'il n'y a pas de contrôle là-dessus. Alors, vous savez qu'ils ont recruté beaucoup de contrôleurs pour aller sur place, etc. Oui, oui, ça va arriver, mais ça fait des années que ça dure, quoi, tout ça. C'est-à-dire que ceux qui sont de bonne foi, des fois, ils passent pas leur dossier. Et puis, bon, on a quand même, aujourd'hui, on essaye, il y en a encore certains qui sont passés il y a 2-3 mois dans les commissions. Donc. Écoutez, moi, je sais que s'outiller permet de pouvoir dire auprès de France Compétences, nous, notre règlement
avec nos écoles ou nos partenaires, notre réseau, c'est que il faut que dans le mois du début de la formation, d'accord, les candidats soient rentrés dans l'outil. Alors, il y a ce délai parce que l'alternance, il faut quand même trouver le temps, voilà, etc. Mais c'est une obligation. Donc, avec cette obligation et le fait qu'on ne puisse pas faire disparaître des candidats sur un outil digital, alors c'est dans l'autre sens, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est dans l'autre sens. Le fait de pouvoir indiquer qu'on s'est outillé avec des outils qui ne permettent pas de faire n'importe quoi, permet de garantir auprès de France Compétences qu'on ne fera pas n'importe quoi. Vous voyez? Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut voir l'impact et le bénéfice d'utiliser un outil. C'est pour ça que moi, je suis très pour le SaaS. Alors, on gagne beaucoup d'argent dans le sur-mesure, mais voilà, on gagne beaucoup d'argent sur mesure. L'intérêt du SaaS, c'est que alors, je vais citer MyCertif, je ne l'ai jamais fait depuis le début, mais dans un outil comme le nôtre, vous ne pouvez pas faire disparaître des candidats. Voilà. Vous pouvez supprimer un candidat, mais en fait, le candidat ne se verra plus, mais dans l'outil, tout l'administrateur, etc., c'est-à-dire que vous, le certificateur, il va voir ce candidat supprimé. Vous voyez, dans les statistiques, il est mis à côté, voilà, qu'on a des statistiques qu'on peut, il y a tout ce qui est abandon, tout ce qui est, on peut suspendre une candidature, parce qu'on a des gens qui sont vraiment malades, etc. Mais on a bien les pourcentages de l'entrée et de la sortie, et c'est, voilà, pour moi, plus dans le sens de montrer sa bonne foi, montrer qu'on a mis en place tous les outils pour ne pas pouvoir se retrouver avec des cohortes qui passent de 1000 à 100, et donc avec des taux exceptionnels de réussite, parce que l'outil ne le permet pas. Voilà. Alors qu'un outil sur mesure, on peut le permettre. Nous, c'est vrai que c'est un peu notre credo dans MyCertif, c'est de dire, voilà, nous, alors ce qui pose des problèmes, parce que… ceux qui ont envie de gauger, comment ils font après? Voilà, non mais vraiment, je vous assure, Mélanie, que parfois, on nous appelle et on nous dit ah, mais pourquoi pourquoi vous êtes un peu rigide? Parce qu'en fait, ça va vous servir quand vous allez dire nous plutôt qu'un autre ou par rapport à des fichiers Excel. Nous, on veut être rigide. Alors évidemment, on ne va pas vous contraindre, on ne va pas être plus royaliste que le roi, mais il y a des choses qu'on ne fera pas. Changer les résultats d'un jury d'évaluation après signature des PV, on nous le demande tous les jours. Non, en fait, moi, je n'aurais pas un outil où j'ai des PV qui se trimballent dans la nature, qui ne sont pas identiques d'un jour sur l'autre. Ce n'est pas possible. Donc, on a des solutions de contournement, mais qui sont des solutions de contournement où tout sera documenté dans l'outil. Voilà. Donc, c'est plutôt dans les sens. Voilà. Les fraudeurs frauderont. Il faudrait que l'outil soit obligatoire pour tout le monde, sinon… Je pense que Céline est d'accord. Sinon, complètement d'accord, Léa. Sinon, vous savez bien que c'est comme au Covid avec les attestations. Oui, on va chercher à… Parce que quand vous voyez sur le site de France Compétences qu'un certificateur, mettons, il a 80 partenaires, il a 80 écoles partenaires. On fait une moyenne, mettons que chaque école ait 20 candidats. Vous multipliez le nombre d'écoles par le nombre de partenaires et vous voyez apparaître les chiffres du renouvellement, vous vous posez des questions. Alors moi, tant mieux s'il y a des contrôles, tant mieux, moi j'attends que ça. De toute façon, je pense que c'est un peu le but aussi, tout ce qui sort en ce moment en termes de décrets, en termes de discours, voilà, sur la surveillance des officines privées qui mobilisent notamment CPF et autres contrats d'apprentissage, ça va servir à ça aussi, essayer de faire le ménage parmi, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont totalement Mélanie, scandaleuses. C'est plus facile pour un outil comme le nôtre. Nous, on a dans l'outil, alors déjà la possibilité d'importer en automatique, mais quand je dis dans notre outil, il y a beaucoup d'outils, je vais régénéraliser, je sors de MyCertif, mais il y a beaucoup d'outils qui permettent d'interfacer EDOF avec l'outil pour que ça s'alimente automatiquement. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des financements privés. Mais nous, il y a des outils
Il y a des outils qui permettent de voir la différence entre ce qui a été financé et ce qui est déclaré dans l'outil. Donc, c'est quand même l'intérêt du certificateur, hein, quand c'est de vérifier qu'il y a bien une rétrocession, qu'il est bien payé pour. Donc, c'est son intérêt. Mais il y a ça, il y a quand même cette possibilité de voir la différence et de la voir vraiment, on compare. Hein, alors, c'est pas marqué en rouge, mais on a vraiment des certificateurs où l'outil montre 200 ou 300 financements, on est dans le CPF, et il y a 40 dans MyCertif pour le même OF. Hein. Et donc là, je vous assure que quand on a mis en place cette fonctionnalité, ça a rué un peu dans les écarts. Petit drapeau rouge qui s'allume partout. Ouais. On est à 10 minutes de la fin du donc j'accélère, pardon. Voilà, ça, ou je ne sais pas si peut-être on passe juste à la présentation justement des fonctionnalités de MyCertif, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde de voir un peu l'étendue de ce que fait votre outil malgré tout. Je sais pas, Léa, qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que tout ce dont on vous a parlé, voilà, l'outil le fait. Il y a, je pense qu'il est important juste de se dire que c'est un gain de temps de s'outiller, mais étonnamment pas autant. Je vais conclure comme ça, pas autant que ce à quoi on pourrait s'attendre, parce qu'on a des gros groupes qui, alors je pense que je sais pas si Léa l'a publié, mais on a des gros groupes, des grosses écoles qui nous ont fait la joie et la confiance de nous partager leur ROI et qui était très intense avant et après MyCertif. Et c'était très intéressant parce que en gain de temps, oui, c'est sûr qu'ils ont gagné du temps sur leurs tâches, le quotidien, en général, en particulier, etc. Il y a un gain de temps. Mais là où ils imaginaient que le gain de temps serait énorme, il n'est pas si énorme que ça. Mais en revanche, la vraie différence entre avant outil et après outil, c'est la qualité. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné tant de temps que ça. Parce que là où avant, ils allaient à la récolte des documents à droite, à gauche, là, c'est du pilotage en disant, bon, tel campus, on se rend compte que tous vos candidats n'ont pas téléversé leurs livrables, ils ne vont plus chercher des livrables, ils vont piloter et animer et vérifier. Ils ont tous les outils pour en fait, comme ils peuvent mieux préparer, mieux contrôler, etc., ils en profitent. Donc, en qualité, ils sont tous en disant que c'est énorme le gap qu'ils ont fait. En termes de gain de temps, il y a un gain de temps, c'est sûr, le ROI est très positif, mais pas aussi positif qui le souhaitaient. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dégager du temps pour des tâches à haute valeur ajoutée et aussi garder les équipes, parce que quand on passe son temps à faire des tâches rébarbatives, on a des équipes qui s'essoufflent. Voilà, et c'est tout ça, la possibilité de s'équiper d'un outil. Voilà, je laisse la parole à Léa si elle veut la prendre. Oui, bah, déjà, je compléterai, je nuancerai un petit peu ce que tu dis, dans le sens où il y a quand même du gain de temps, puisqu'on voit bien que sur le ROI qu'ils nous ont transmis, toutes les tâches qui peuvent être automatisées, les parchemins, les PV, l'accrochage, les enquêtes, tout ça, ils ont quand même gagné 50% de temps. Alors, effectivement, le temps gagné, ils l'ont mis sur la qualité, comme tu l'as dit, mais voilà, il y a quand même un gros gain de temps sur des choses qui ont peu de valeur ajoutée. Est-ce que tu peux me partager, Céline, peut-être le petit schéma, comme ça je remontre très rapidement les fonctionnalités? Oui, bien sûr. Super. Avec plaisir. Alors, bon, effectivement, on est passé sur un bon nombre des éléments qui sont pilotés dans l'outil MyCertif. On a toute une partie de gestion des utilisateurs, des partenaires et des candidats. Donc, c'est vraiment la centralisation des données et le fait de pouvoir donner des rôles et des actions à réaliser à chacun dans l'outil pour qu'on puisse centraliser tout ça et que chacun soit autonome.
La plateforme, elle permet également de suivre des parcours de certification basés sur vos référentiels et vos dossiers d'enregistrement. C'est une question qui nous est souvent demandée, pourquoi il n'y a pas de plateforme de test sur MyCertif, mais tout simplement parce qu'en fait, ce système de parcours de certification est vraiment personnalisé pour chacun, les configurations aussi, donc il n'y a pas de plateforme de test avant-vente, on va dire, tout simplement parce que vraiment, chaque plateforme est quand même très individualisée. On va avoir toute la partie également pilotage des jurys d'évaluation et de certification. Et la partie après ces jurys qui est en grande partie automatisée avec la génération des parchemins, des attestations de bloc également et leur transmission qui peut être automatique, la gestion de l'accrochage certificateur. Donc non seulement on génère les fichiers XML, mais on va même dans le traitement des erreurs, parce que je sais que c'est quand même un gros souci aujourd'hui de traiter les erreurs d'accrochage. Donc ça, c'est quand même pris en compte dans l'outil. Et après, toute la partie suivi d'insertion qui est automatique, les enquêtes qui sont envoyées, relancées, le phoning qui peut être géré. Et puis, un énorme gain de temps quand on renouvelle également, c'est la partie export des données directement sur le tableau des promotions de France Compétences qui est géré. Donc là aussi, ça permet aux équipes d'aller directement sur j'analyse les retours, je regarde ce qui s'en dit et je vais dans la réalité des métiers et de l'insertion professionnelle plutôt que je mets en forme tout ce fichier-là. Voilà pour les grandes lignes. Super. Enfin, je suis assez fan du concept et de l'outil parce que ça résout quand même plein de... J'ai remis ton adresse, hein, Léa, dans la conversation. Voilà, il y a effectivement toutes ces tâches qui sont rébarbatives, qui ne sont pas intéressantes à faire et en même temps où on peut se louper parce que on vérifie pas ou pas bien que les noms sur les PV de jury correspondent aux noms des candidats et avoir un outil qui permet d'alerter sur ces choses-là ou alors par rapport à l'accrochage, etc. Enfin, je pense que c'est une solution qui peut faciliter la vie et effectivement, ça ne conviendra pas à tout le monde parce que tout à coup, on est dans le respect, le respect des attentes, de la réglementation, de la conformité. Voilà, ces organismes-là ne seront pas vos clients et puis c'est tout. Mais par contre, c'est super important et je pense que ça rassurera aussi, même vous, dans le dossier que vous rédigez, hein, parce que vous devez quand même, par rapport au suivi des cohortes et à votre système qualité, si vous mettez un outil dedans, enfin, si vous expliquez à France Compétences que vous avez un outil qu'ils connaissent en plus, je pense que ça les rassure aussi sur la valeur de vos données et de ce que vous déclarez. Oui, parce que j'aimerais juste terminer. En plus, si vous avez des co-certificateurs, vous imaginez les co-certificateurs, l'enfer. Donc là, d'avoir une plateforme commune pour gérer, ou pas, hein, mais avec un formalisme lié, c'est quand même un gain de temps. Et c'était pas ça, je voulais juste intervenir sur OC Connect. Voilà, je pense que MyCertif, c'est un outil. OC Connect, c'est une communauté c'est Léa qui l'anime, mais vous êtes les bienvenus à OC Connect. On se met rarement en avant. C'est vraiment, je crois que au pire, on dit qu'on est de MyCertif quand on intervient, mais voilà, c'est pas de la promotion de l'outil MyCertif. Franchement, c'est vraiment la communauté. Rejoignez-nous, vous verrez, c'est intéressant. Voilà, ce que disait Mélanie au début, franchement, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Je vais prendre la main 2 secondes pour partager mon écran, juste pour montrer le Slack. Si je peux, Léa, tu me permets? Bien sûr, tu peux. Mais c'est vraiment une communauté qui a été construite dans le but de rassembler les certificateurs parce qu'on nous disait tellement souvent ah mais on se sent seul, on ne sait pas à qui s'adresser quand on a des questions, on est des fois voilà on ne sait plus où aller. C'est vraiment dans cet objectif-là qu'on a construit voilà, ce groupe-là. Il y a des différents canaux et avec voilà les questions spécifiques à l'accrochage, etc. Donc pour vous présenter, spécifique à Head-Off, on voit que je n'ai pas lu tous les derniers messages, mais j'en ai lu quand même. Il n'y a pas du gras partout.
Donc voilà, des échanges. Alors Léa anime beaucoup, mais il y a des réactions aussi. Bon, moi je suis assez fan, donc n'hésitez pas à rejoindre. C'est gratuit en plus. Hop. Eh bien, merci à vous deux, en tout cas, pour votre présence, pour ces explications. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. On a manqué de temps. J'aurais été quand même curieuse de savoir quelles étaient vos problématiques par rapport à la gestion de portefeuille, les cas auxquels vous étiez confrontés le plus souvent. Mais bon, voilà, en tout cas, vous avez, je pense, compris qu'il y a des solutions pour vous aider et pour vous faciliter la tâche, vraiment, et vous permettre de gagner en qualité. Donc, n'hésitez pas à contacter Léa, j'ai envie de dire. Et merci de votre présence. On a un webinaire le mois prochain. Non, je ne vais pas l'annoncer parce qu'en fait, je me demande si on ne l'a pas repoussé à la rentrée parce qu'on en avait un spécifique sur RNCP, RS ou que RS. Bref, je n'ai pas encore révisé mes leçons. C'est toujours en arrivant à la fin du webinaire que je me dis, putain, je ne vais pas regarder celui du mois prochain. Mais de toute façon, vous aurez l'information car vous êtes fidèle au poste. Donc, merci. À très bientôt. Merci Céline. Merci Léa. Merci Merci à toi journée. pour l'invitation. À bientôt. Au revoir.